Au Rayon X vous propose cette semaine de découvrir des images illustrant la place de l'imagerie dans la prise en charge de l'infertilité masculine. Aux côtés du biologiste et de l'uro-andrologue, au sein d'un centre de PMA, le radiologue permet en effet d'évaluer l'écostructure des testicules afin de repérer des obstructions ou d'éventuelles lésions tumorales. Une exploration intégrée dans le cadre d'un parcours organisé à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et présentée aux Journées francophones de radiologie 2022. Images commentées par le professeur Laurence Rocher. C'est des images de différents patients, en fait, pour rappeler qu'un testicule chez un homme jeune est bien homogène, comme du foie, ça peut s'apparenter à du foie, et que quand il y a malheureusement des défauts de trophicité du testicule, d'abord le volume va diminuer de moins de 12 millilitres en général, ça va être notre seuil pour le volume normal ou dit anormal, hypotrophe. Et puis, on a régulièrement des altérations de l'écostructure du parenchyme testiculaire, comme cet aspect strié ici, qui n'a pas de caractère tumoral. On retrouve plus fréquemment que dans la population générale ces petites ponctuations échogènes qui sont des petites calcifications qu'on appelle des microlithes. Et quand elles sont nombreuses comme ça, on appelle ça une microlithiase testiculaire. Et on aura des critères pour surveiller les patients en fonction de leurs antécédents et du volume de leurs testicules. Par moment, on a des altérations qui peuvent paraître un petit peu plus inquiétantes avec des côtés nodulaires et ça va nous inciter dans ces cas-là à réaliser une IRM que nous avons appris à réaliser et à interpréter parce que c'était assez novateur dans l'imagerie des testicules. On voit ici par exemple un patient avec un testicule gauche bien trophique complètement homogène en T2. Le testicule droit étant un testicule anciennement fixé pour une cryptorchidie. On voit qu'il est plus petit et que son écostructure est discrètement plus hétérogène mais sans formation nodulaire. Ce qu'on peut voir aussi à l'échographie, c'est donc analyser l'ensemble de l'épididyme et du différent qui sont les conduits qui forment le trajet des spermatozoïdes après leur fabrication jusqu'à leur sortie. Ici, on a la tête, ce que les radiologues ont l'habitude de regarder. Ici, le corps épididymaire, qui est en fait un tube de 5 à 6 mètres, mais pelotonné sur lui-même, ce qui fait qu'on ne voit pas sa lumière. Et enfin, le déférent, vous voyez, ça forme une espèce de U. Et là, c'est le conduit déférent qui va aller jusqu'à la prostate. Le déférent, on le voit aussi à son entrée dans le canal inguinal, on voit bien sa petite lumière ici. Quand il y a un obstacle en aval, eh bien ce conduit ici, on va voir sa lumière, ce qui va nous donner ce côté micro-aréolaire et le côté ici dilaté du conduit déférent où on voit bien sa lumière par rapport au côté normal. On va dépister aussi des malformations épididymaires. Ici, par exemple, l'épididyme s'interrompt complètement et donc si on n'a pas pris l'habitude de le regarder dans sa globalité, on ne fait pas le diagnostic de malformation et ici on manquerait une mutation du gène CFTR qui est la mutation qui donne la mucoviscidose mais que le patient est porteur de façon hétérozygote, ce qui fait qu'il est complètement asymptomatique. Alors par exemple ici dans les obstructions, ici post-infectieuses, on peut voir des conglomérats de spermatozoïdes bouger pour essayer de trouver leur trajet, mais malheureusement ils n'arrivent pas à sortir. Alors il arrive qu'un patient, bien sûr, qui n'a souvent pas été examiné, eh bien on pose la sonde, on voit une grosse formation tumorale qu'on pourrait repalper après et malheureusement on voit bien que cette formation est volumineuse, pas très bien limitée. Au Doppler couleur, elle est vascularisée et donc ça signe bien sûr l'atteinte testiculaire d'une tumeur qui est le plus souvent germinale, une tumeur maligne, ici séminomateuse. Et donc notre rôle à nous, eh bien, c'est d'expliquer ce qui se passe d'un patient qui n'est pas du tout au courant qu'il est porteur de cette tumeur, d'organiser son parcours et c'est la force d'un parcours organisé avec des correspondants souvent sur place qui permettent tout de suite de prendre en charge ce patient parce que c'est délicat de le laisser repartir sans un rendez-vous quelconque après cette préannonce. Paradoxalement, les cas que je vous ai présentés où il y avait une malformation épididymaire, en général reflètent plutôt une cause
obstructive. Et même si on explique aux patients que c'est souvent une cause génétique, c'est paradoxalement plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup plus de chances de trouver des spermatozoïdes dans l'épididyme ou, enfin, ce qui reste d'épididyme ou dans le testicule que chez un patient pour qui on n'a pas de cause obstructive et donc le problème est plutôt sur la fabrication des spermatozoïdes. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention et rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux cas cliniques.